Bonjour à tous, moi c'est Antoine Chauffru, j'ai la chance de co-hoster le podcast 108 milliards qui a été fondé par Mouni RK. Notre objectif c'est de donner à tout le monde des outils, comprendre les neurosciences pour pouvoir prendre de meilleures décisions et vivre une vie plus alignée et plus sereine. Sur ce podcast on reçoit des experts, des individus, des gens qui ont cheminé aussi et qui pourront nous raconter un petit peu quelles décisions ils ont prises, comment est-ce qu'ils ont trouvé leur place. Et d'ailleurs c'est ça que j'adore, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui rend les individus un peu authentiques, qu'est-ce qui les rend uniques et comment est-ce qu'eux, ils sont venus affiner ça chez eux. Aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir, Samuel. On va parler de plein de choses, beaucoup de ton métier, mais surtout de comment t'accompagnes les gens. Pour ceux que ça intéresse, on abordera du coup 3 grands points. L'identité oratoire, ensuite l'aisance et pas mal d'outils pour, j'ai l'impression, asseoir sa posture. Et enfin, on parlera de leadership authentique versus un leadership qui serait plus fabriqué ou calqué sur ce qui existe déjà. En tout cas, je suis ravi de t'avoir au micro. Je te laisse peut-être te présenter rapidement pour que les gens comprennent à qui on a affaire. Merci beaucoup Antoine pour ton invitation. Je m'appelle Samuel, j'ai 28 ans. J'ai envie de commencer par te dire que j'ai grandi en Amérique latine. C'est un endroit qui m'a beaucoup marqué, avec ma famille et mes frères, au Chili et au Brésil. À 7 ans, mes parents ont divorcé, on est rentré en France. Et j'ai très vite senti que je voulais devenir avocat. J'étais pas bon à l'école, notamment au lycée. Et je suis allé à l'université de Cergy-Pontoise avec pour objectif de vivre L'Auberge espagnole, le film de Romain Duris que j'avais vu, et de partir en Erasmus très vite. Je suis allé à Madrid, j'ai obtenu mon barreau très vite. Et je suis devenu titulaire de la certification d'aptitude à la profession d'avocat. Et au moment de prêter serment, finalement, j'ai pas prêté serment. Parce que, en parallèle de mes études, j'avais découvert les concours d'éloquence. Il y a quelques années, c'était vraiment à la mode. Et moi, je me suis passionné pour ce sujet. J'en ai fait un à Cergy. Je me suis régalé. J'y suis allé vraiment... tu sais, on veut tous impressionner nos petits frères. Donc, mon petit frère, il me disait, Étienne, que je salue, il me disait, voilà, t'as pas le courage d'y aller, quoi. Et donc, j'y suis allé. Il s'avère que j'ai gagné. Et ensuite, j'en ai fait une dizaine d'autres. Des concours nationaux, des championnats de débat par équipe, plein de choses. Et en 2015, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Ethos. En parallèle du grand oral du baccalauréat. Je crois que nos gouvernants ont compris que les petits Français n'étaient pas bons à l'oral, seulement ils ne savaient pas comment les former, alors moi je me suis dit je vais le faire. Donc ça a été un side project pendant toutes mes études, et le jour où j'ai eu mon CAPA, le jour où je suis devenu avocat, j'ai dit non, je vais faire ça sur les conseils de mon autre frère, mon frère jumeau, Damien. Je me suis lancé, qui m'a dit tente un an pour voir ce qui se passe, et ça fait 4 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 2 associés avec qui je vais m'associer là en juillet. C'est mes mentors, ils ont 60 ans. Bertrand et Nicolas, je t'en parlerai. Et j'ai une équipe d'une dizaine de consultants. On fait 3 choses. Du coaching de dirigeants sur des sujets de prise de parole à enjeu. On fait de la formation collective de leurs collaborateurs, des commerciaux, des managers. Et depuis 6 mois, je donne des conférences dans les entreprises. C'est un bonheur. J'adore mon métier. C'est très intense, très engageant, et émotionnellement très engageant. Mais c'est un régal. C'est un régal. Qu'est-ce qui t'anime dans ce quotidien ? J'ai parfois le sentiment de... Je le disais dans un podcast il n'y a pas longtemps que j'anime. Je disais, parfois je sors du bureau de mes clients et j'ai le sentiment presque que c'est moi qui aurais dû payer. Tellement ils m'apprennent de choses. Tu vois, je travaille avec des entreprises de la tech, je travaille avec des cabinets d'avocats, je travaille avec des cabinets de conseil, On travaille d'ailleurs parce qu'on est une équipe avec des ingénieurs, des architectes, On fait aussi un voyage social. Il y a du très parisien, très C-level, très corporate. On va aussi à Roubaix pour former des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. On va dans des écoles de commerce, des écoles de formation de l'enseignement supérieur. J'ai le bonheur d'enseigner à l'EM Lyon, à l'école d'avocats et à Sciences Po Paris, les arts oratoires et la gestion des conflictualités. Donc mes journées se ressemblent jamais. Je rencontre plein de gens et je me nourris de leur énergie.
Je crois que je suis assez extraverti. Et ouais, vraiment, beaucoup apprendre, beaucoup rencontrer. C'est ça ce qui m'anime. Et alors, d'où est-ce que ça devient ? Est-ce que c'est lié à tes 7 premières années à l'étranger, ce besoin de se confronter, de comprendre l'autre avant même j'ai l'impression, de se placer soi-même ? C'est peut-être une interprétation de ma part. Non, pas du tout. Je pense que mes jeunes années en Amérique latine m'ont touché de par la chaleur des relations humaines. C'est des gens, tu vois, tu demandes ton chemin, les gens t'accompagnent. C'est des cultures qui sont beaucoup plus tactiles. Je crois qu'on s'écoute plus. Et ça m'a touché. Et après, en fait, comme beaucoup d'enfants, en fait, je pense que j'ai eu un petit accident, un petit traumatisme avec le divorce de mes parents. Et ma maman s'est retrouvée très isolée. Elle est plus fragile. Et je l'ai soutenue, je crois, d'une certaine manière. Et j'ai passé une partie de mon enfance à essayer de trouver les mots pour la rassurer, à sentir l'énergie dans laquelle elle était quand elle revenait de l'école. Parce qu'elle était institutrice, ne travaille plus aujourd'hui. Et j'ai peut-être joué un rôle qui n'était pas le mien, en tout cas un rôle qui m'a forgé dans ce que je suis aujourd'hui, dans ma sensibilité et dans ma capacité à trouver les mots et à accompagner les gens. Oui, donc tu aurais pu faire de l'éloquence, mais tu aurais pu faire de la thérapie, tu aurais pu faire... Ouais, j'aurais pu faire... même plume pour peut-être. Je le fais. J'écris des discours pour certains dirigeants, pour certains politiques aussi, dont je tairai le nom. J'espère qu'ils gagnent. Je crois qu'ils gagnent un peu, ouais. J'aurais pu être thérapeute et en même temps, j'ai très longtemps eu peur de ces émotions. Donc, j'avais pas envie d'en faire mon métier vraiment à 100%. Et je préférais prendre un angle de comment aider les gens à se réaliser par la parole. Les gens ont des savoir-faire. Comment on peut les faire savoir ? Comment est-ce que on accompagne une dirigeante brillante qui a des pensées limitantes, qui a le syndrome de la bonne élève et qui, comme 100% des Français, n'a pas été formée à la prise de parole, parce que depuis 1902, on ne forme plus les Français à la prise de parole. Cette dirigeante, comme tout le monde du coup, a nourri une peur de prendre la parole, une appréhension, et se retrouve sidérée, très inhibée quand on lui tend un micro ou quand on allume une caméra, comme c'est le cas là. C'est un peu l'idée. Surprise. Voilà, ça fait un peu peur et ça s'explique chimiquement, je pourrais t'en parler si tu veux, mais j'avais envie d'aider les gens à porter leur voix, et je suis convaincu que les dirigeants ont une place très importante à prendre dans le monde, qu'ils sont une des clés de voûte de la transformation et de la préparation d'un futur désirable. Je voulais les accompagner en les aidant à prendre la parole. J'ai reçu au micro Romain Le Saffre, qui a écrit un bouquin sur le trac et qui a interviewé 50 artistes, professionnels de métiers très différents justement sur ce sujet au moment de prendre la parole, au moment de passer sur scène, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Je parle sous ton contrôle vu que tu as rencontré cet expert. Ça, c'est mes mentors qui me l'ont enseigné et je l'ai vécu, j'ai ressenti. C'est... Donc là, toi et moi, on est en train de bavarder bien tranquillement. Et puis à un moment, la caméra s'allume, les micros s'allument. Il y a un enjeu. Cet enjeu va avoir un impact sur notre manière de communiquer. Parce que l'enjeu nous fait produire de la noradrénaline et de la cortisol. Ces deux types de neurotransmetteurs nous inhibent. Et donc, c'est pour ça que ceux qui t'écoutent, et moi aussi, si je ne fais pas attention, je me retrouve en prise de parole, à me savonner les mains, à jouer avec ma bague, à toucher mon nez, à plus savoir quoi faire de mes mains, de mon corps, se remettre les mèches. J'ai vu des chauves se remettre les mèches tellement ils étaient stressés, les lunettes dans tous les sens. Donc physiquement, on est entravé, on est inhibé, et intellectuellement aussi, le cerveau, il ralentit parce qu'il a peur. Et donc, le simple fait de se présenter, ça peut être difficile. Le fait de soutenir un appel d'offres sur lequel on a travaillé pendant très longtemps, ça devient difficile. Le fait de pitcher son entreprise alors qu'on la pitch tous les jours, ça devient difficile. C'est juste les conséquences de ces neurotransmetteurs qui nous inhibent. Ce qu'on travaille chez Ethos notamment, c'est la capacité à revenir dans une priorité à la réception. C'est pas qu'est-ce que je dis, et mon niveau de confort n'est pas lié au nombre d'informations d'avance que j'ai sur toi.
Mon niveau de confort est lié au nombre de contacts visuels d'avance où je vois que je raconte pas n'importe quoi. Et donc, je produis de la dopamine, de l'ocytocine, hormone du plaisir, hormone de l'amour, du lien, de la relation. Tout se passe mieux. Il n'y a plus de raison que je me ramasse. Et c'est ce qu'on entraîne chez les dirigeants. Des réflexes pour en 15 secondes se retrouver dans une situation de désinhibition où on peut retrouver du naturel et on peut retrouver son ethos, son identité oratoire justement. Sachant que si en plus on est inhibé, j'imagine que notre impact est bien diminué. Ah ouais. Et même ce qu'on transmet en termes d'émotions ou même d'informations doit être vachement réduit. Bah ouais, si je te dis du coup, voilà, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que et en fait, je m'appelle Samuel et je suis content d'être avec toi, Antoine. Et regard fuyant, plein de mots parasites, ma respiration s'inverse, je suis en apnée. C'est difficile. Alors que si je décide de refaire de toi un partenaire et de ta communauté des partenaires et non pas des juges et non pas des adversaires, ça va mieux. Ça, c'est ce que tu as tiré des concours d'éloquence ? C'est ce que m'ont enseigné mes mentors. Okay. Nicolas et Bertrand, qui font ce métier depuis 30 ans. Moi, je suis sorti des concours d'éloquence et j'enseignais la rhétorique. Donc, la capacité à convaincre, à persuader, à influencer, à arracher l'adhésion presque. Je crois que je le faisais bien, sauf que la communication ne se limite pas à une dimension rationnelle. Mmh. D'ailleurs, les gens que je rencontre sont bien plus experts que moi dans leur domaine. Et je ne vais pas leur dire quoi dire. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension éminemment sensible dans la communication, qui est comment je me sens sous le regard de l'autre, comment est-ce que j'aide l'autre à recevoir mon message. Et cette alliance des deux, donc cette intelligence rationnelle que j'avais développée avant par la rhétorique et cette intelligence situationnelle et sensible que m'ont transmise, que j'ai développée par mon histoire, mais que j'ai compris et théorisé grâce à mes mentors, je crois qu'aujourd'hui ça fait une approche, un accompagnement vraiment complet, quoi. Mmh. On fait identité oratoire, comment on trouve son naturel, son style, son ethos. Deuxièmement, le confort à l'oral. Comment est-ce que, peu importe les gens qui se trouvent en face de moi, je vais retrouver du confort et je vais refaire de l'autre un partenaire. Et ensuite, on fait de la rhétorique. Comment est-ce qu'on se prépare ? Comment est-ce qu'on gagne du temps ? Comment on synthétise ? Comment est-ce qu'on convainc ? Comment est-ce qu'on se prépare pour telle ou telle prise de parole en particulier ? Parce qu'elles ont des règles différentes. Oui, parce que moi, tu vois, j'aurais tendance à dire qu'avec, par exemple, des patients que je pourrais avoir en psy, je veux dire qu'en fait, il n'y a pas de gagnant à un conflit. Enfin, avoir l'avantage ou gagner l'argumentaire, ça ne veut pas du tout dire gagner le combat, en fait. J'adore ton point. Je suis convaincu que, contrairement à ce que dit un grand avocat, un avocat connu, la parole n'est pas un sport de combat. La parole est un sport collectif, est un sport d'équilibre. C'est d'ailleurs le titre du TEDx que j'ai réalisé il y a quelques mois. Instant publicité. Arracher l'adhésion à court terme, ça ne crée pas de lien de confiance sur le long terme. Je suis convaincu que celui qui cherche à convaincre doit ne pas en avoir l'air. Et c'est la coopération et non pas la compétition de tous contre tous qui nous permettra de créer des liens business, des liens de confiance durables et qui nous permettra collectivement d'arrêter de détruire la planète aussi. Je pense que l'ère de la compétition, la première loi de la nature, c'est fini et qu'il faut que collectivement, je nous invite collectivement à basculer dans la coopération. Donc tous ceux ta pratique aujourd'hui oratoire, ouais. Elle est par essence dans la coopération. Ouais. Je dis, il y a un module qui s'appelle développer sa capacité à emporter la conviction. Je fais un disclaimer en début de la formation. Je leur dis, tous ceux qui veulent avoir le tips magique pour emporter la conviction, sachez que on transmet pas ça. Ce sera pas ici. Non. En fait, on va surtout entraîner votre écoute. On fait pas confiance à ceux qui nous écoutent pas. Je crois que la conviction est fille de la relation. S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de confiance, pas de conviction. Et au quotidien, moi, je n'écoute que les gens qui m'écoutent. Et il y a encore trop d'orateurs, d'hommes politiques, de femmes politiques qui s'écoutent parler. Je crois que ça ne fonctionne plus. Ces gens-là parlent. Ils émettent. Je crois que la communication, c'est émettre et recevoir.
Et d'ailleurs, quand on est inhibé, on se coupe de la réception. On n'écoute plus l'autre. On bascule dans qu'est-ce que j'avais prévu de dire, et parfois on apprend par cœur. Et on arrive avec 150 slides, et si on oublie quelque chose, c'est la cata. D'où l'enjeu de faire le deuil de la perfection, le deuil de l'exhaustivité quand on prend la parole. Je crois que la rencontre est presque plus importante que le message en tant que tel. Moi, j'ai beaucoup animé d'événements. Je ne dirais pas du tout que je suis un professionnel du sujet. Mais ce qui m'a le plus aidé, j'ai l'impression, c'est de me concentrer surtout sur l'émotion que je transmettais. Ouais. Et comment est-ce que les gens se sentaient à la fin de ma prise de parole. Ouais. Là où quand je me concentrais vraiment sur les informations, bah, effectivement, tu as tendance à condenser le temps, à vouloir faire rentrer toutes les informations dans ce temps-là, et voir tu t'excuses même de prendre plus de temps que prévu. Alors que les fois où j'étais plutôt dans la relation, en fait, il se passe un truc, quoi, et limite, le temps ne compte plus vraiment. C'est Maya Angelou, la poétesse, qui a ces magnifiques phrases. On ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, on ne se souviendra pas de ce que vous avez fait, on se souviendra simplement de ce qu'on a ressenti. Ouais, c'est exactement ça. Quand on sort d'un discours, quand on sort d'un film, on n'a plus tout en tête. Par contre, on sait comment on s'est senti en écoutant quelqu'un. Et je crois que les gens qui écoutent beaucoup, les gens qui s'intéressent sincèrement à l'autre, donc des gens qui écoutent pour écouter, et pas les gens qui écoutent pour parler, ça fait des gens dont on se souvient et des gens qu'on apprécie. On connaît pas grand-chose sur eux, si ce n'est que on s'est senti regardé, on s'est senti écouté. Et je trouve que typiquement dans les événements de networking comme on a pu faire, tu vois, c'est d'ailleurs dans des événements comme ça où on s'est rencontrés, il y a trop de gens qui disent moi je fais ça, je vends ça, je suis là, je. Il y a une épidémie. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail ? Tu fais ça depuis quand ? Avec qui tu travailles ? Pourquoi tu fais ce travail ? Et au fur et à mesure, la personne parle, et en te parlant, elle produit de la dopamine, elle produit de l'ocytocine, et pour toujours, elle t'associera à ces émotions positives vécues. Elle rentre chez elle, elle se dit « Ah, putain, je l'aime bien cet Antoine. » Elle sait rien de toi. Tu l'as juste écouté. Je pense que cette dimension d'écoute dans la communication est très sous-estimée, notamment par les coachs en communication et par les formateurs en prise de parole. L'écoute, c'est 50% du job. C'est hyper dur. Ouais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut être deux pour danser. La parole est une danse à deux. La communication est une danse à deux. Et nous, tu vois, on apprend... Une des premières clés qu'on apprend à nos clients, c'est... On le dit volontairement de manière grossière. On dit ta gueule. Ouais. Pendant 5 secondes, tais-toi. Observe. Stimule l'attention de l'autre. Et quand tu sens que son regard s'allume, et qu'en même temps, toi, tu en as refait un partenaire, tu as produit de l'ocytocine, tu démarres. Et c'est magique. Donc, si moi j'arrive à une situation de prise de parole, ce que tu dis, c'est que le premier réflexe que je dois avoir, c'est de me taire, mais surtout chercher des potentiels points d'accroche, partenaires, personnes avec qui je sens que le courant va passer. 100%. Commencer par se taire, regarder toute la salle, leur sourire, si tu as envie de sourire, décrocher des sourires. Moi, je vois le truc un peu comme Spider-Man, tu vois, je tisse des liens comme ça avec des regards qui me font du bien et je m'appuie sur eux. Et quand je les vois, je rassure mon cerveau. Et donc, vu que je sais de quoi je parle, bah, ça se structure automatiquement et tout le monde passe un bon moment. Si je vois personne, je suis avec mes œillères en train de réciter ce que j'ai appris par cœur, déjà, c'est pas la vitesse de la pensée des gens. Et puis en plus, en fait, je passe à côté. Et ils font un effort d'écoute. Le job du communicant, c'est de quel effort je puisse faire. La question fondamentale, c'est ça. Qui fait l'effort ? Est-ce que c'est les gens qui sont en face de moi à 9h du mat qui doivent faire l'effort de comprendre la complexité de ce que je suis en train de leur raconter ? Ou à 18h, ils ont déjà vu passer 12 autres candidats, ils sont rincés. Qui fait l'effort ? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi ? Ben, je crois que c'est tout le temps l'orateur ou l'oratrice. Et t'as raison, en fait, la première brique, c'est de réduire le tempo. C'est de ralentir le débit, c'est de privilégier la rencontre au message. Et tu vois, il m'est arrivé de rencontrer des dirigeants qui me disent « Samuel, moi je suis très confortable à l'oral, par contre, je me sens pas impactant. » Et là-dessus, je leur ai répondu « C'est de votre faute. » Ça trouble un peu. L'idée, c'est que
c'est à l'oratrice ou à l'orateur de faire l'effort, de tisser le lien, ralentir le débit, structurer sa pensée, vulgariser la complexité, raconter des histoires, créer des émotions, prendre l'espace, interroger, créer ce sentiment de dialogue avec son auditoire. Et quand tu fais ça, les gens t'écoutent. Parce que tu prends soin d'eux, en fait. Oui. En fait, si je comprends bien, l'art oratoire, c'est comme si j'écoutais les gens en parlant, entre guillemets. Vraiment, je grossis le trait, mais il y a ce truc de soin, évidemment, dans mon métier, dans mon quotidien, que je vois bien en parallèle avec comment toi tu le transmets. Mais en fait, je le vois bien aussi chez l'orateur en fait, pour vraiment prendre soin de mon audience, je dois passer du temps sur elle et pas sur moi. Ouais. C'est ton job. Ton job, c'est d'écouter. Ouais. Et quand les gens se sentent écoutés par toi, ils font la moitié du chemin, ils se soignent tout seuls. Ouais, moi, ce que je leur dis, c'est que juste caler 1 heure par semaine dans leur agenda, c'est même suffisant pour qu'ils fassent le travail. Je suis juste un miroir ou... Voilà. Les gens font le chemin tout seuls. Et il y a une citation, je ne sais pas à qui elle est attribuée, qui dit que l'orateur est un improvisateur sur le fil du regard. Sans regard, il ne peut rien se passer. C'est la porte d'entrée sur l'âme. Et tu vois, il y a des coachs qui donnent la recette du charisme sur LinkedIn. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a là dans cette recette du charisme. En tout cas, quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui a le regard fuyant, qui ne me regarde pas, qui n'assume pas le regard, j'ai du mal. Ça commence pas très bien. Ça commence pas très bien. On va parler du coup du premier sujet. Allez, go. Vu qu'on nous sait un peu... Ouais. C'est parfait. L'identité oratoire, est-ce que tu peux le définir ? Et ensuite, comment est-ce que tu aides tes clients à travailler là-dessus ? Et peut-être ma troisième question, ce serait comment est-ce que toi, tu as trouvé la tienne ? L'identité oratoire, c'est une espèce de notion qui a émergé dans mon esprit en avançant dans ma vie de communicant. En fait, quand j'ai commencé les concours d'éloquence, j'avais 20 ans, j'étais à l'université de Cergy-Pontoise, et comme je t'ai dit, moi, j'étais pas un bon élève. Ouais. J'ai jamais été très cultivé. Et je m'interrogeais sur comment j'allais pouvoir gagner ce concours. Moi, j'étais en L2 et il y avait des Master 1, Master 2 qui participaient à ce concours. Et je suis un peu compète, même si je dis qu'il fallait coopérer, je suis un peu compète, et je voulais gagner. Et donc, je me suis dit, comment je peux gagner ? Et je me suis dit que plus j'arriverais à jouer mon propre rôle et à offrir une rencontre sincère au jury, et donc, si j'avais le courage de l'introspection pour aller chercher en moi ce que j'ai vraiment envie de dire, si je parlais avec mes tripes pour les émouvoir, et si j'utilisais cette intelligence émotionnelle que j'avais développée au contact de ma maman, peut-être que j'avais une chance. Et du coup, j'ai gagné. Et j'ai continué à gagner sur plein de concours nationaux. Et après, je me suis dit, mon cauchemar, ça serait de transformer mes clients en clones, qui se mettent tous à parler de la même manière. Au tout début, quand je me suis lancé, il y a des dirigeants qui se croisaient, des start-upers qui disaient « Oh, toi, t'as été coaché par Samuel, toi. Je vois ton accroche, il y a la Samuel's Touch. » Et ça me touchait et ça m'a effrayé. Et donc, je me suis dit « J'aimerais réussir à aider mes clients à avancer sur cette introspection qui leur permettra d'aller plus loin dans les discours qu'ils ont à faire. » Je te donne un exemple. Une députée maire de l'Ouest parisien qui nous dit « j'ai pas d'impact quand je prends la parole ». Au quotidien, elle doit faire des inaugurations de commissariats, des accueils aux nouveaux habitants, des discours divers pour des mariages. C'est pas sexy. Donc voilà, le commissariat de X... on a lancé les travaux il y a 4 ans, ça a coûté 130 millions d'euros, il peut accueillir 70 membres de la police, c'est ennuyeux. En fait, en travaillant son identité oratoire, on s'est aperçu d'où elle venait, quelles étaient ses valeurs, quels sont ses messages profonds, quelle est sa mission en tant que chef de village. Et le discours d'inauguration de commissariat devient... nous avons collectivement investi dans cet ouvrage public pour
créer de la paix dans notre ville, pour assurer le bien-être au travail de nos gardiens de la paix. C'est un investissement qui a coûté cher, que nous assumons et qui servira à toutes et tous. Et quand c'est incarné comme ça, il se passe quelque chose. Donc, l'idée, c'est comment, en partant de son histoire, en partant de ses valeurs, en parlant de ses vrais messages, ce qu'on a vraiment envie de dire au monde, on arrive à faire passer un discours X au niveau du dessus, X'. Et je crois que le leadership, la capacité à fédérer, à transmettre une vision, à donner envie à ses collaborateurs, passe par l'émotion. Donc la question, c'est comment transmettre de l'émotion quand on n'en vit pas soi-même. Accepter sa propre émotion, la vivre, aller chercher en soi quelque chose qui résonne dans la vie des gens qu'on a envie d'influencer, c'est le meilleur moyen de les toucher. Et le dernier point que je veux partager avec toi, c'est mon expérience dans des cabinets d'avocats avec des avocats pénalistes. Tu vois, je m'interrogeais, je me disais, mais... Donc pénaliste ? Pénaliste, droit pénal, criminel, délictuel. Et je m'interrogeais, je me disais, mais comment c'est possible, intellectuellement, de défendre des criminels, des pédophiles, des assassins, des braqueurs, des arnaqueurs, des gens qui ont battu leurs femmes, etc. Tu vois. Je me disais, comment c'est possible ? Et en discutant avec eux, et en lisant aussi beaucoup de livres de grands pénalistes, parmi lesquels Jacques Vergès, Henri Leclerc, Éric Dupond-Moretti, notre ancien garde des Sceaux, j'ai compris que le secret des avocats était d'aller chercher en eux un point de résonance avec la vie de ceux qui défendent. Donc, un criminel qui a été traumatisé, qui n'a jamais été considéré par ses parents, qui n'a jamais été aimé, qui a toujours du mal dans les amitiés, j'en sais rien, tu vois. On trouve quelque chose qui résonne. Et quand on parlera de ça à la barre, au nom de son client, il va se passer quelque chose. Parce qu'on l'a soi-même vécu. Donc il y aura une nuance dans la voix, il y aura des yeux qui vont briller, il y a la gestuelle qui partira toute seule parce qu'on incarne le sujet. On est en train de le vivre. C'est ça. Donc l'expérience des pénalistes au service des dirigeants, si je veux rassembler, si je veux protéger, si je veux dire à mes collaborateurs que le sens du collectif et que la coopération, c'est les conditions de la performance collective, il faut que je le vive. Il faut que j'aille chercher en moi des expériences qui vont prouver ça. C'est drôle parce que dans le parcours de soins ou dans l'accompagnement coaching, ce que j'ai compris récemment, en tout cas qui fait beaucoup écho avec ce que tu dis, c'est que il y a un vrai travail et alliance thérapeutique que quand tu sors d'une logique bien mal. Ouais. Et donc à partir du moment où tu juges le comportement de la personne en face de toi, comme tu dis, tu ne coopères pas et donc tu ne le laisses pas te toucher et ça devient l'autre au lieu de dire nous ensemble. C'est ça. Comment on crée le lien, comment est-ce qu'on se met à la place de l'autre et donc trouver son identité oratoire. Surtout ne pas devenir un clone. T'es trop singulier, t'es trop naturel quand tu me parles. Et j'aimerais pas que tu me parles d'une manière grandiloquente parce que t'as vu que ça faisait bien. À chaque fois je vais te dire grossièrement, mais il faut pas prendre les gens pour des cons. Ça s'appelle la congruence. Si je viens en costume 3 pièces, et aujourd'hui j'ai mis une chemise parce que j'étais dans un cabinet d'avocats en formation avant, j'ai plus l'habitude. Si je me déguise, je suis démasqué. Si dans ma manière de parler, je parle d'une autre manière, je suis démasqué. Oui, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, ça fonctionne pas. Le meilleur jeu, c'est de jouer sa propre course. C'est tellement moins fatigant, en plus. Et je crois que les gens le sentent. Quand ils ont face à eux des gens qui sont congruents, alignement entre la tête, le cœur et le corps, ils ressentent. Ils ressentent cette congruence, ils ressentent cet alignement, et ça sonne juste. C'est une harmonie. Et ça attire. Parce que moi, je me rends aussi bien compte de ça, c'est que plus tu es en conscience et en congruence, plus tu proposes aux gens cette voie-là, et ils ont quand même tendance à y aller, j'ai l'impression. C'est ça. Une présence. Une présence singulière. Qu'est-ce que tu penses du président américain Donald Trump. En termes d'oration?
Alors ça, ce qui est sûr, c'est que lui, il suit sa ligne. Il joue pas de rôle. Le problème, à mon sens, c'est qu'il exerce tous les symptômes de l'autorité artificielle. Tu vois, j'enseigne la gestion de conflits dans les entreprises, dans Sciences Po, dans plusieurs endroits, et je pars toujours de cette question. Qu'est-ce que c'est pour vous l'autorité ? Et très souvent, les gens me disent c'est les diplômes, c'est l'organigramme, c'est la capacité à décider, c'est mon N+1, c'est le professeur. Donc ça, c'est une certaine autorité. La seule question qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce qu'on se fait prêter de l'écoute ? Comment est-ce que je fais en sorte que tu m'écoutes ? Alors, la légitimité ? Cette question ressort souvent. Cette réponse sort souvent. Comment je fais pour que tu m'écoutes alors que j'ai pas d'arme à la ceinture ? Comment je fais pour que tu m'écoutes alors que je ne peux pas te contraindre ni juridiquement, je suis pas ton boss, ni économiquement, je suis pas ton client, ni physiquement, si on se lève, tu m'éclates, il n'y a pas de problème. Comment je fais pour que tu m'écoutes ? La vulnérabilité ? Entre autres. Donc, l'autorité artificielle, et au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'autorité naturelle. Et ça, on a tous déjà entendu cette notion, l'autorité naturelle. Ce serait quoi pour toi, par exemple, Antoine ? Je fais peut-être le lien avec le charisme dont tu parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais l'autorité naturelle, c'est... En fait, c'est plutôt... On revient à la discussion d'avant, la congruence et la présence. Si quelqu'un est aligné, moi, j'aurais personnellement tendance à l'écouter. L'autre possibilité, c'est que cette personne, elle m'apporte quelque chose. Pile. Si la personne t'élève, si la personne te fait grandir, et si elle n'est pas en train de te faire la messe et te faire du top-down, tu l'écoutes parce que tu as intérêt à l'écouter. Si je t'impose, quand je me suis lancé dans mon métier, j'avais le syndrome de l'imposteur, et je l'ai encore par moments d'ailleurs plein de fois. Et je le reconnais parce que c'est les moments où je commence mes formations en disant je suis double vice-champion de France d'éloquence, je suis avocat, blablabla. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'écoute qu'on prête à quelqu'un est inversement proportionnelle à l'autorité artificielle exercée. Je répète, l'écoute qu'on prête à quelqu'un est inversement proportionnelle à l'autorité artificielle qu'il exerce sur nous. Donc si j'arrive en début de formation et que je dis bonjour à tous, je m'appelle Samuel Barbier, j'ai fondé le cabinet Ethos, je suis avocat de formation, je suis double vice-champion de France d'éloquence, j'enseigne à Sciences Po, blablabla. Pendant 5-10 secondes, les gens vont se dire « Ah, c'est pas un clown celui-là. Je vais gagner 10 secondes d'écoute. » Le problème, c'est que si je continue comme ça longtemps, ça finit. Le « c'est pas un clown » va se transformer en « Mais quel connard ! Quelle audace ! Il vient comme ça, à 28 ans, mal coiffé, nous faire la messe. On a pris 3 heures de notre temps pour qu'il nous fasse la messe. » Et donc là, ils coupent leur écoute. Ils ont bien le droit. Et ils vont réfléchir à ce qu'ils veulent manger après. Est-ce qu'il y a des poireaux dans leur frigo pour faire une soupe ? Ils vont penser à tout un tas de choses. Je ne peux pas les contraindre psychologiquement, intellectuellement, à rester avec moi. Parce que tu leur apportes rien à ce moment-là. Parce que je leur apporte rien. Parce que j'exerce sur eux une autorité artificielle. Je suis l'expert. Alors écoutez-moi. Non, ça marche pas comme ça. C'est drôle parce que moi j'ai vraiment cette image-là de plus j'exerce et plus je me dis mais en fait ça n'a aucun sens de chercher l'expertise. Parce que la réalité c'est que toute notre vie on pourrait progresser sur une compétence, mais en fait sur la majorité des compétences qui nous rendent humains. Tu vois. Et donc je vois bien que le seul truc qui est un peu intéressant, c'est de partager mon quotidien, ce que je vis, avec des gens qui sont un peu en avance et un peu en retrait. Et tous ensemble essayer d'avancer. Mais de se dire, je suis à un certain niveau qui me donne cette légitimité, en fait, moi, ça m'empêche d'avancer, et 2, ça, comme tu dis, ça ferme l'écoute et ça empêche la relation aussi. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. La qualité de présence est extrêmement importante. Je travaille quand même le fond de ce que je raconte. Parce que si je veux transmettre, si je veux élever les gens, il faut que je sois bon dans mon domaine. Donc, juste moi, ça fait 10 ans que je me craque sur des sujets de rhétorique, de communication, de gestion de conflits, de communication de crise. Comment est-ce qu'on gère ça ?
Je crois qu'avec ma maman, quand j'étais petit, j'ai passé 10 années encore à l'observer, à trouver les mots, à faire de la diplomatie pour qu'elle se sente bien. Et, T'es l'aîné ? Ouais, j'ai un frère jumeau. Donc on est 2 aînés. Ok. Je pense que quand j'étais petit, j'ai un peu fait le bouclier, j'ai pris une responsabilité et j'ai passé beaucoup de temps à écouter ma mère. Ma mère est bipolaire, hein, et je l'adore. Je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. Je me suis beaucoup fâché avec elle et quelques années plus tard, je l'ai remerciée. Je lui ai dit, tu sais, je pourrais pas exercer le métier que je fais, je pourrais pas être aussi bon si j'avais pas cette espèce de blessure, cette fêlure qui me permet de ressentir les émotions des gens. Et donc d'aller au contact de dirigeants et de les toucher, de les accompagner, de les aider à progresser. Et ce qui m'a beaucoup rassuré aussi, tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, je me suis très longtemps dit, cette sensibilité ou hypersensibilité, je sais pas comment on l'appelle, c'est un boulet. Et ça va me mettre en galère toute ma vie. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des dirigeants que je considère comme des Pokémon légendaires, vraiment, qui m'ont impressionné. Je ne vais pas les citer, parce qu'il y en a quelques-uns, et puis en plus, il faut que ça reste confidentiel. Mais je suis rentré dans des bureaux, et en fait, je m'attendais à voir des bêtes d'expertise, tu vois, hyper rapides, etc. Et il y avait ça, mais ils ont tous un point commun, les très grands chefs, c'est cette sensibilité à l'autre, cette qualité de présence, cette écoute, et très souvent, une émotion qui gère au quotidien avec des psys, avec des soutiens, parce que c'est au cœur de leur métier. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient ça, je me suis dit yes, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je suis très ambitieux et je vais pouvoir y arriver avec cette sensibilité, cette vulnérabilité. C'est aussi ma force. Et c'est chouette. C'est chouette. Je pense que c'est un message qu'il faut dire aussi aux petits garçons. On n'a peut-être pas assez été éduqués comme ça. Nous, on est censé tout savoir, jamais avoir mal. Sois fort et tais-toi, tu vois. Je crois que le chef, il sait pas tout. Et c'est très bien. Et le chef, il doute. Moi, j'aime bien les gens qui doutent. Celui qui doute jamais, il me fait peur. Moi, j'aime bien les gens qui disent qu'ils ont tort. Ou genre, ah, je me suis trompé. Ouais. Ça, pour moi, ça crée l'autorité dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Là, j'ai vraiment envie d'écouter la personne. Grave. Je suis désolé. Ouais. Je te demande pardon, plutôt. Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Cette capacité à rééquilibrer la relation. Tu vois, l'autorité naturelle, pour moi, le mot-clé, c'est la réciprocité d'écoute. Nous n'écoutons que les gens qui nous écoutent réciproquement. Tu sais de quoi tu parles, c'est la base. T'es expert dans ton domaine, tu veux bien faire, t'as une bonne intention, ton but c'est pas d'arracher un deal absolument, mais c'est de faire gagner de l'argent aux autres. Je pense que c'est le meilleur conseil business. Tu veux gagner de l'argent, fais-en gagner aux autres. Et t'en récupéreras normalement un petit peu. Et le troisième point, c'est l'écoute. La réciprocité d'écoute, qui est au cœur de la communication et de, du coup, ce qu'on transmet, ce qu'on enseigne chez Ethos. Tu me parles un peu de tes deux mentors ? Ouais, avec plaisir. Bertrand et Nicolas... Je t'avais dit que ce serait pas linéaire. Ah, mais avec plaisir. Bertrand et Nicolas, c'est deux gars qui ont un peu plus de 60 ans. Alors j'ai eu une associée qui s'appelle Laurane, qui m'a longuement aidé. Et je suis très reconnaissant. C'est une amie d'enfance. Merci à elle. Et un jour, en fait, on s'est aperçu qu'un de nos amis d'enfance avait un père. On savait qu'il avait un père, mais on savait pas que ce père-là faisait exactement le même métier que nous. Donc moi, je me lance dans mon activité, grand coup de rame, mes parents ont zéro réseau, je connaissais vraiment personne, donc je vais chercher à rencontrer des gens, et au bout de 2 ans, il y a mon pote qui se réveille, il s'appelle Jules, et il me dit « au fait, Samuel... Mon père, il fait ça. Ouais, tu sais que tu fais le même métier que mon père ?» Et moi, j'ai dit « Ok, Jules. » T'aurais pas pu le dire plus tôt ? Je suis épuisé. J'ai besoin de rencontrer des maîtres. Moi, je voulais faire le métier d'avocat pour avoir un mentor et qu'on m'accompagne. Et donc, il me le présente. Au début, il y avait Laurane, Bertrand, Nicolas. Et puis, ils nous disent les enfants,
Nous, dans 3 ans, on est à la retraite, et vous avez tout à construire. Donc, on va travailler ensemble. Et quand on va partir, on va vous transmettre notre pédagogie. Ça fait 30 ans qu'on la teste, et honnêtement, je te le dis, pour l'avoir senti, c'est de la magie. Et on va essayer de vous transmettre nos clients. Le deal est dingue. Alors, la première fois que je rencontre Nicolas, j'ai failli me battre avec lui. Un des 2 associés. Et je suis très très peu bagarreur. Juste, j'ai cru qu'on allait se battre. Enfin, que moi, j'allais lui sauter dessus, parce que j'en pouvais plus. Et quelques années plus tard, je crois que c'est comme mon parrain spirituel, c'est un gars que j'appelle tout le temps. Donc c'est quoi, il a déclenché quelque chose chez toi? Je pense qu'il voulait me tester. Il voulait voir ce que j'avais dans les tripes. Et il voulait s'assurer que j'étais pas un clown. Et je crois qu'il y a un concours de coq, hein. C'était bête. Et aujourd'hui, maintenant, on se tombe dans les bras, et c'est un type que j'adore. Donc Loran a décidé de quitter l'aventure il y a 1 an. Et le lendemain du départ de Loran, Bertrand et Nicolas viennent me voir et me disent Samuel, t'es trop bon dans ce que tu fais, on veut surtout pas que tu te décourages, et surtout on a envie de marcher avec toi. Tu vas nous apporter un peu de fraîcheur, et nous on va t'apporter de l'expérience. Et peut-être que c'est la première fois que je le dis à un micro, mais voilà, le 1er juillet, je serai associé avec eux dans une société qui s'appellera Ethos by Ifoyaka. Ifoyaka, c'est leur entreprise. Ouais. Je prends la suite de leur activité, et avec tout le respect que j'ai pour eux. Merci beaucoup. Et ton ancienne associée, elle a changé de... Mon ancienne associée, elle était avocate de formation. Elle a voulu revenir dans un cabinet de conseil en communication, et finalement, elle est bras droit d'un CEO dans une start-up. Et ça lui plaît beaucoup. Très opérationnel. Ouais, finalement, elle est restée dans l'entrepreneuriat, et donc ça veut dire que quelque part, ça lui a plu quand même. Oui, c'est possible. C'est dingue. Comment tu... Donc toi, tu avais toujours cherché des mentors? C'est un sujet qui revient souvent sur la table. J'ai toujours eu des mentors. J'ai l'impression que, en tout cas autour de moi, c'était peu partagé. Et donc, quand j'en ai cherché, je savais pas où, pas comment, et surtout pas quoi chercher. Ouais. Moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Ouais. Et je pense que c'est une valeur qui est un peu sous-estimée dans nos sociétés. Tu vois, les gens partent à la retraite sans avoir transmis ce qu'ils ont appris, leur expérience. Donc les mecs, ils rentrent dans les entreprises, ils doivent tout réapprendre. Donc il y a une perte d'efficacité dingue. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, moi j'aime parler aux parents de mes copains. Je parle, et limite ça fait faillot, tu vois. Ça fait faillot, je me retrouve dans la cuisine à discuter avec une maman ou le papa d'un de mes potes pendant hyper longtemps. Et j'ai toujours apprécié le contact des gens plus âgés. Et après, j'ai eu des mentors, en fait. J'ai un parrain. Dès le début. Ouais, j'ai un parrain qui fait un peu le même métier que toi, qui accompagne des dirigeants dans l'hypercroissance sur les aspects psychologiques. Il s'appelle Mathieu, et je l'adore, il m'a beaucoup aidé. C'est un de mes mentors. J'ai eu un mentor, un oncle qui est décédé, qui s'appelle Antoine, qui avait monté des entreprises et qui était parti de rien, et je l'adorais. Beaucoup des hommes? Des hommes, et de plus en plus des femmes. Parce que dans mon métier... les premières grandes dirigeantes qui m'ont fait confiance, c'est des femmes, parce que peut-être qu'elles sont un tout petit peu plus humbles que les hommes sur ces sujets de prise de parole et de l'appréhension qu'elles peuvent assumer. Donc Sophie Yannikopoulos de Adobe, Isolde Andoire de Undies, Karine Lévesque de CSL Vifor France sont des femmes auprès de qui j'ai énormément appris, et je pense quelque part m'ont pris sous leur aile et m'ont donné ma chance à un moment où j'étais vraiment un gros bébé, quoi. Donc, c'est drôle, moi j'ai commencé aussi par 7 clientes avant de commencer à travailler avec quelqu'un, enfin avec un homme. Et j'étais à me dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et je pense que le point commun de toutes ces personnes aujourd'hui que j'accompagne, et je sais pas à quel point ça fera un écho avec ce que toi tu vis, mais c'est que je travaille beaucoup sur le masculin et le féminin, le yin et le yang, et donc je sens bien qu'il y a des femmes qui ont reproduit un schéma masculin pour monter les échelons, et qui se retrouvent à un moment où elles doivent replonger dans leur féminité, le renourrir pour en fait retrouver leur place à elles et leur authenticité. Et en fait l'inverse est aussi totalement vrai. J'ai des hommes qui ont été très sensibles, très plus féminins entre guillemets si on doit grossir les traits, et ils ont envie de remettre du masculin dans leur quotidien et savoir comment se l'approprier en se disant je veux pas un masculin oppressif, je veux un masculin contenant, je veux pas un féminin je veux pas dire de bêtises, donc ça me mais c'est brillant, brillant ce que tu dis, et ça me plaît beaucoup, la réflexion de quel ethos on a, donc quelle image, quel style. Ethos, c'est
c'est l'image, c'est le style, c'est la singularité de l'orateur. Ok. Et je me suis longtemps interrogé avec Laurane, mon ancienne associée, avec Constance qui travaille avec moi, sur l'éthos au féminin. Parce que le leadership et la puissance a longtemps été associé à des attributs masculins. Et d'ailleurs, tu fais le lien entre leadership et puissance. Bah, la puissance, à mon sens, aujourd'hui, peut être extrêmement féminine. Oui. Mais tu vois, très longtemps, ça a été la même chose. C'est de dire l'homme, c'est le masculin, c'est la guerre, c'est la puissance, c'est la force, c'est le combat. C'est ça. C'est l'art oratoire. C'est la puissance, c'est la grosse voix, c'est très grand, grandes épaules, il te broie la main quand il te serre la main comme Donald Trump. Je pense que ce type de leadership est une autorité artificielle, parce que c'est une contrainte exercée sur l'autre, une contrainte physique, crée de la peur en fait. On est des animaux, hein. Moi si je suis un plus gros ours que toi, je te menace et tu m'écoutes. Tu m'écoutes à quel prix et pour combien de temps ? Je sais pas. Et après, en fait, en commençant à travailler avec des dirigeantes qui me parlaient justement, qui me disaient j'ai besoin de prendre ma place, j'ai besoin d'être une leaduse, etc. Je me suis dit, si on cherche à reproduire ces attributs de la masculinité pour des femmes, on les condamne à être le deuxième sexe dont parlait Simone de Beauvoir. Et quand je vois, tu vois, certaines dirigeantes politiques, je pense à Elisabeth Borne, quand je te parle là tout de suite, qui n'a plus rien de féminin et qui est juste une pâle copie d'un dirigeant masculin, elle pourra jamais prendre le devant de la scène. Et par contre... Dans son art oratoire. Ouais, dans son art oratoire, dans sa communication, dans sa posture, dans son ethos. Quand tu vois une Alexandra Ocasio-Cortez aux États-Unis, quand tu vois l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, il y a des femmes qui incarnent quelque chose. Donc moi, je ne donnerai pas de conseils aux femmes, sinon ça s'appelle du mansplaining. Simplement, j'observe qu'il y a un très beau documentaire d'ailleurs qui s'appelle Ténora, qui parle des ténors femmes du barreau et qui interroge sur tous ces attributs de la puissance et comment est-ce qu'elles peuvent exercer une présence forte et obtenir de l'écoute sans singer les codes de la puissance masculine. Moi, ça me passionne et je pense que c'est aux femmes d'explorer ça. Moi, je veux bien être leur allié et leur poser des questions pour qu'elles trouvent quelque chose qui leur ressemble. Incroyable. Moi, j'ai beaucoup bossé avec des hypersensibles, dont ce qu'on leur renvoyait comme image est vraiment je pense le point commun de l'ensemble de leur carrière, c'est vous êtes trop. T'as été trop sensible, trop dans la performance, trop dans l'émotion, trop dans la communication, etc. Toujours trop, en fait. Et j'ai l'impression que... Enfin, ce que je trouve très injuste, en fait, c'est qu'un homme qui serait dans ces mêmes caractéristiques ou comportements, il serait jamais trop. Parce qu'on lui laisse cette place-là. Et c'est... Pourquoi je fais le lien là ? C'est parce que je me dis, une femme qui trouverait sa pleine puissance et son plein pouvoir oratoire, elle accepterait quand même d'être dans le, entre guillemets, trop, mais en fait, dans les embrasser, sa lumière à elle, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ne pas avoir peur de sa propre lumière. Il y a un poème de Williamson qui a été lu par Nelson Mandela lors de son investiture. J'aimerais bien te le retrouver. Je ne veux pas perdre trop de temps dans le podcast, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment toucher. Ouais, m'a bouleversé. On pourra le mettre en description si tu veux. Attends, j'y tiens. Je vais te le lire. Il est tellement beau. Williamson. Je sens que tu as quand même beaucoup de culture pour quelqu'un qui disait de ne pas en avoir au début. T'es gentil. Regarde, je te le lis. Ça m'émeut aux larmes, ce truc-là. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ? En fait, qui es-tu toi pour ne pas l'être ? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors, nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre peur, notre présence,
Notre présence libère automatiquement les autres. Incroyable. Ça fait du bien. Qu'on croit en Dieu ou pas, cette acceptation de sa propre lumière, c'est ça le leadership pour moi. Quand tu acceptes le tien, tu peux aider les autres à vivre le leur. C'est drôle parce que moi j'étais déjà tombé sur une partie ou une variante de ce discours-là dans le film Coach Carter. Ouais. Donc vraiment pas le même mood, mais en fait le même message. Ouais. Et je m'étais rendu compte que oui, aider les gens à être eux-mêmes, ça allait être un vrai moteur pour moi de devoir travailler sur moi-même. Parce que plus je bosserais, plus je travaillerais, plus j'avancerais sur mon chemin, plus je permettrais à d'autres de le faire. Mais du coup, j'étais moi-même le frein au développement de la puissance et le potentiel des gens qui y a autour de moi. On peut pas amener les autres plus loin que là on peut aller nous-mêmes. C'est pour ça que je me refuse d'être le thérapeute de mes clients. On aborde des sujets sensibles sur leur peur du jugement, sur leur peur de l'échec, pour les libérer. Quand je sens qu'il y a des sujets trop deep, c'est pas à toi de les régler. J'ai des partenaires. Et voilà un nouveau partenaire en face de moi. Avec plaisir. C'est chacun son métier et on ne peut pas accompagner les gens plus loin qu'on ne peut aller soi-même. D'où les mentors, d'où la formation continue, d'où le fait de me passionner pour tout ce que je vois passer sur la communication. Je suis passionné de politique, j'essaie de lire, je fais du sport, je prends soin de moi pour pouvoir transmettre cette lumière ensuite à mes clients. Et je vois que quand je le fais trop et que je bosse trop, à la fin, il n'y a plus de lumière, plus rien à donner. Je mets des cassettes à mes clients et je passe pas un bon moment. Et je pense que la qualité de la prestation baisse. Parce que t'es moins dans l'instant. Ouais. Cultiver. C'est une avocate aussi dans le documentaire Ténora dont je parlais tout à l'heure qui part à l'Île-Dieu juste avant des grands procès. Elle se met en off. Elle cultive le beau. Tu vois, elle va se baigner, elle prend le soleil, elle lit, elle prend les gens qu'elle aime dans les bras. Juste avant d'affronter la noirceur suprême d'un procès aux assises. D'abord, elle contemple, elle ramène la lumière en elle pour pouvoir la faire jaillir sur les dossiers. Et je pense que c'est un peu notre job de prendre soin de nous pour aider les autres à apporter leur lumière. Et dans tous les cas, si on ne le fait pas, rien de tout ça ne fonctionne. C'est un enjeu d'énergie, de lumière et de qualité de présence. En tout cas, pour ce qui concerne la parole. Je comprends. Comment toi, t'as trouvé ton identité et tu t'es dit... Enfin, j'ai plutôt un truc qui me vient de pourquoi est-ce que toi, tu prends pas plus la parole ? Peut-être que c'est déjà le cas et que je le sais pas du tout, mais pourquoi est-ce que toi, tu t'es pas plus dans la lumière, t'es pas plus à être la personne qui parle et t'es plutôt la personne de l'ombre qui aide d'autres à parler ? Regarde, je suis là quand même. Je prends la parole. Oui, je dis pas que tu parles pas du tout. Ça se trouve, je te dis, je me méprends totalement, mais... Non, je prends pas beaucoup la parole. Je préfère aider les autres à prendre la parole. Je pense que je suis en train d'apprendre. Je t'ai dit, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je me sens béni et extrêmement reconnaissant de faire toutes ces rencontres et d'apprendre autant auprès de mes clients. Un jour. Mais cette posture, elle pourrait ne jamais changer et la manifestation pour évoluer. Peut-être. Tu seras peut-être politique ? Peut-être. Journaliste ? J'en sais rien. Je crois que j'ai fait une promesse à ma grand-mère quelque part que un jour je m'engagerai pour le vivre ensemble et que un jour j'irai. Mais c'est pas mon temps. Et en plus, tu es déjà en train de le faire. Et je le fais à ma manière. Et j'aide des dirigeants qui ont un impact très fort sur leurs entreprises, sur leurs partenaires, sur leur écosystème, à apporter des messages avec lesquels je suis aligné. Est-ce que moi, je peux m'inscrire à une de tes formations ou... Ouais, bien sûr. Comment ça fonctionne ? On fait 3 choses. On fait du coaching individuel de dirigeants, la formation collective de collaborateurs et des conférences. Si tu veux un coaching individuel... Là, c'est lié à une prise de parole que je pourrais avoir. Pas forcément. C'est une prise de poste, une visibilité qui augmente, une exposition sur l'interne, sur l'externe, et juste le sentiment que tu prends pas de plaisir à l'oral et que tu es dans l'inconfort et que tu as envie que ça change. Si tu es dans l'inconfort, c'est normal, on n'est pas formé en France. Et donc moi, ce que je te propose, c'est en 3 mois qu'on se voit 6 fois pendant 1h30, espace de travail numérique partagé, je te lâche pas, je te mets des devoirs entre les coachings et au bout de 3 mois,
tu as ton identité oratoire, tu sais que tu veux plus te trahir, et donc que tu seras congruent, et que tu pourras faire passer tes discours au niveau supérieur. Tu seras confortable à l'oral, parce que tu auras des réflexes pour te remettre dans le confort, dans le lien, et pas dans j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être jugé. Et tu auras des techniques rhétoriques pour gagner du temps, pour structurer tes messages, pour aborder telle ou telle situation de prise de parole, médias, keynote, TEDx, conférences, présentations, soutenance d'appels d'offres. Tu te seras entraîné à ça. J'essaie de faire le parallèle avec mon activité, mais du coup, moi, dans le cadre de ce podcast, par exemple, j'imagine bien que je peux continuer à vraiment me développer parce que c'est pas professionnel aujourd'hui, dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir une posture de ce que j'imagine être un podcasteur professionnel. Ouais. Pour autant, je me sens très à l'aise de mener ces discussions et j'ai l'impression aussi qu'elles me ressemblent beaucoup. Est-ce que tu as, je sais pas, là, quelques conseils à me donner ? Cultive ton ethos, reste comme t'es, doux, à l'écoute, humble, et ça va le faire. Hein. J'ai l'impression que je reçois les gens sur mon canapé. mais je passe un super moment et t'as cette qualité de présence qui met à l'aise. Et donc t'es déjà un très bon communicant. Bah, c'est ça. Merci. C'est ça. Comment j'ai trouvé mon identité oratoire ? Juste, je te dire que mon enfance, elle a été au contact de cette maman plus fragile. Mais mon enfance a été aussi dans un groupe de copains de dingue. J'ai, je pense, 30 amis d'enfance que je connais depuis que j'ai 7 ans. Encore là. J'ai des très, très, très belles amitiés avec des garçons, avec des filles. J'étais des frères et sœurs comme des cousins. J'ai eu des mentors. J'ai eu des expériences plus difficiles, notamment au cabinet d'avocat où je sentais que j'étais pas à ma place. J'ai eu des expériences très positives, des victoires, cette reconnaissance sociale d'être le meilleur en éloquence de mon groupe d'amis. Déjà ça, c'était super, tu vois. Moi, j'ai en équipe C au foot, j'ai en équipe B au rugby, j'étais pas bon au tennis, bref, okay. Ça allait pas, quoi. Il y a un moment et un endroit où ça marche. Et il y a un moment, c'est moi le boss. Merde, c'est moi le meilleur en éloquence de toute ma bande. Et ça fait plaisir. Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, on pense souvent qu'il y a des moments et des grands virages. Des moments de réorientation, etc. Ouais. Toi, ce que je ressens, c'est plutôt une suite de liens, une suite de personnes qui t'ont été chères, qui t'ont façonné. Et c'est parce que tu as nourri ces relations et que tu as pris un peu de recul que tu t'es dit, en fait, je veux continuer à nourrir des relations. Ouais, j'ai eu un peu le vertige quand je me suis lancé quand même dans l'entrepreneuriat. Mon père était fou. Hein. Il me disait, Samuel, t'as fait 7 ans et demi de droit, t'es devenu avocat. Là, c'est le moment de transformer l'essai et d'enfin devenir avocat. Et tu fais quoi là ? Tu vas devenir prof de théâtre ? De prise de parole ? Bon, au début c'était dur. Et puis j'avais un micro-chômage de 500 balles pendant un an. Moi je kiffais, hein, je trouvais que c'était l'aventure. Et surtout, c'était le bon moment pour le faire. C'était le bon moment. 4 ans plus tard, je me dis, mais tu vois, là, on commence à parler, il y a des mariages, les premiers enfants, ça achète des appartes, etc. Mais à l'époque, je n'avais rien à perdre. Rien à perdre. Je sortais du Covid et je m'étais dit, oula, le monde part en cacahuète. J'ai pas envie de faire des fusions-acquisitions dans un cabinet jusqu'à 2h du mat toute ma vie. Je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire entreprendre. J'avais été piqué par le virus de l'entrepreneuriat parce que mon parrain m'avait placé dans des stages en start-up. Okay. Ça m'a touché. J'ai vu de la liberté, j'ai vu de l'audace, j'ai vu les derniers aventuriers modernes, tu vois, ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je tente 1 an. Et ça a fonctionné. Moi, ce qui m'impressionne le plus, dans l'entrepreneuriat, c'est ce refus du statu quo, tu vois. Ouais. De dire, la situation telle qu'elle est, j'en veux pas, en fait. Et j'en veux tellement pas que je suis prêt à me mettre à risque, que je suis prêt à même à un risque social, tu vois, de désappartenance et de sortie du groupe, parce que ma conviction, elle est trop forte. Il y a une rébellion, en fait. Il y a une colère. Exactement. Au début de tout processus entrepreneurial. Et quand cette colère, cette rébellion est trop forte, il faut la suivre. Le dernier truc que je voudrais dire, c'est que du coup, tu vois, on parle de virage et de 360, mais en fait, tes 7 ans de droit, elles t'ont permis surtout de faire ça. Donc t'es pas revenu à zéro. Ce que je passe mon temps à dire aux gens, c'est toutes les étapes, elles vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous en aviez pas pris une, il est fort probable que vous auriez dû la vivre d'une autre manière.
Donc la réalité, et peut-être que ça aurait rassuré ton père à l'époque, mais t'étais pas du tout en train de repartir à zéro, t'étais juste en train de d'écrire le prochain chapitre, quoi, continuer ta ligne de vie. Je ne regrette rien. Rien. Ouais. Pas mes études de droit, pas mes associations qui finalement ont capoté, pas mes moments d'égarement, pas mes moments de doute, pas mes peurs. Mon ventre qui me serre à chaque fois que je passe une nouvelle étape, je regrette rien. Tout ça fait partie de moi. Je suis le fruit de tout ça. Et c'est chouette. Ça a l'air. C'est assez cool. Ça fatigue parfois, mais en vrai, c'est cool. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les années qui arrivent ? Est-ce que tu as une prise de parole rêvée ? Est-ce que tu as... De la joie. De la joie... pro, perso, des rencontres qui me procurent de la joie. Je veux ça, moi. Et toi ? Ouais, au ce moment, je suis beaucoup sur un continuum kiff d'un côté, qui se rapprocherait de la joie, et de l'autre côté, injonction. Et donc, j'ai tendance à me déplacer très fort à l'opposé de l'injonction. Je crois que j'aimerais bien trouver un juste milieu. Tu vois, par exemple, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que si ma quête absolue, c'était la liberté, bah, cette quête de liberté devenait enfermante. Ouais. Les injonctions, c'est une saloperie. De toute façon, il faut se battre contre ça, à l'oral comme pour soi-même. Je te souhaite cet entre-deux alors. Je te souhaite cette paix et cette plénitude. C'est gentil. Si on veut te retrouver quelque part ? Moi, je suis pas mal sur LinkedIn. Je m'appelle Samuel Barbier. Je suis sur Instagram depuis quelques temps, j'essaye. C'est pas trop mon canal, mais je m'amuse. samuelbarbier.ethos. Et j'ai le bonheur d'animer un podcast aussi. Je t'inviterai un jour. Avec plaisir. Qui s'appelle Ethos, l'éloquence des leaders. J'interviewe des dirigeants, des avocats, des sportifs, des artistes. Et on parle de la place de la parole et de la communication dans leur quotidien. Voilà mes 3 canaux. Intéressant ça. Je vais écouter. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je me sens très apaisé, très serein. Donc, généralement, c'est la preuve que c'était un bon moment pour moi. J'espère que ça parlera beaucoup aux auditeurs et à tous les gens qui pourraient tomber sur cet épisode. Merci Antoine et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. À bientôt.